La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce dernier rendez-vous de la saison de votre TVR BPGO Business Club. Vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font, et nous sommes une fois encore dans ce magnifique atrium à Polaris pour accueillir vraiment un invité vraiment de marque. Aujourd'hui, c'est un peu le cas chaque mois, mais nous sommes très heureux de vous accueillir. Cher Jean-Emmanuel Sauvé, bonjour. Bonjour. Jean-Emmanuel Sauvé, cofondateur de la croisière de luxe Ponant, mais également président aujourd'hui d'Armateurs de France depuis avril 2020. On est très très heureux de vous accueillir parce qu'il y a une très belle histoire à raconter sur cette compagnie Ponant que vous avez fondée. Vous êtes d'origine bretonne, morbihanais, du côté de l'Orient, et nul doute que les îles du Ponant vous ont très certainement inspiré, peut-être dans le nom de cette compagnie emblématique. C'est le luxe à la française, Ponant aujourd'hui. C'est devenu le luxe à la française, une belle marque, bien sûr, de croisière, mais au-delà de ça, peut-être un style de vacances, un style de croisière. Et ces années de persévérance depuis le jeune officier de la marine marchande que j'étais, qui a imaginé, lorsqu'il avait 20 ans, ces croisières. Alors avant de vous présenter les trois chroniqueurs du jour qui vont vous interroger, c'est vrai qu'à seulement 23 ans, vous allez décider de perpétuer la tradition de la marine marchande française en matière de paquebot en créant cette compagnie Ponant. Vous êtes diplômé de l'École nationale de la marine marchande en 1986. C'est sur les navires de la Brittany Ferries, Bourbon Offshore, puis CMA CGM que vous allez démarrer votre carrière d'officier. Alors, on a énormément de questions à vous poser, y compris sur Armateurs de France, parce que là aussi, c'est un fleuron de cette économie mondiale. La France a une véritable spécificité et un réel savoir-faire qu'il faut faire perdurer au quotidien par vos combats. Et puis, nous parlerons très certainement du Brexit et peut-être de Brittany Ferries et de notre ami Jean-Marc Rouet, le président de Brittany Ferries, qui est un habitué du TVR BPGO Business Club et qui était avant vous président d'Armateurs de France. Alors, les trois chroniqueurs du jour, maître Hélène Lodic-Baron, merci à vous Hélène, ancien bâtonnier, membre du Conseil national des barreaux. À vos côtés, incontournable Maurice Bourrigaud, le directeur général de la BPGO qui nous accueille ici dans l'Atrium. Et puis c'est une première pour Carole Potrel-Glaise, première mais pas la dernière. Vous êtes présidente de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. La première fois qu'une femme occupe cette fonction, la première question pour Jean-Emmanuel Sauvé et pour vous. D'accord, très bien. Vous me surprenez là. Alors, la première question, c'est un chiffre que j'ai entendu hier matin à la radio. J'ai entendu qu'au niveau mondial, les compagnies, les armateurs, avaient enregistré une perte sur la période Covid de 70 milliards de dollars. Ce chiffre m'a évidemment impressionné. Je voudrais savoir si, de votre côté, vous le validez. Et puis, quelles sont les perspectives, du coup, pour ces compagnies, ces armateurs Donc, je m'adresse au président, là. Oui, effectivement. Lorsque j'ai démarré la première étude de marché dans la croisière en 87, il y avait 2,5 millions passagers qui, dans le monde, partaient sur les navires de croisière. 30 ans après, la dernière année où toute cette flotte mondiale a tourné, il y avait 30 millions de passagers. Donc pendant 40 ans, il y a vraiment une croissance très très forte sur ce secteur d'activité, extrêmement porteur. Et du jour au lendemain, en mars, bien sûr, 2020, tout s'est effondré.
100% de cette flotte mondiale de 350 navires de croisière s'est arrêtée. Certains valant, ceux qui sortent notamment des chantiers atlantiques ou de leur équivalent, en Italie ou en Allemagne, presque 1 milliard d'euros pièce. C'est très très gros navires. Vous imaginez, tout ça s'est arrêté. 100% de la flotte mondiale à l'ancre, le long des quais, partout dans le monde. Donc c'est un traumatisme terrible, un choc qui n'a jamais eu lieu auparavant dans l'histoire de la marine marchande. Et ça fera presque 2 ans bientôt, effectivement, lorsque, même si cette année ça redémarre tout doucement, lorsque cette flotte se remettra vraiment à 100% en service. Et on peut raisonnablement, effectivement, estimer ces pertes cumulées sur 2 années à 70 milliards de dollars de pertes. Oui. Maurice. Oui, Jean-Emmanuel Sauvé, Monsieur le Président des Armateurs de France. Qu'est-ce que ça veut dire, les Armateurs de France? Qu'est-ce que ça pèse dans l'économie? Et quel sera le marqueur de la réussite de votre présidence? Alors effectivement, armateur d'abord. Défenseur, promoteur, qu'est-ce que vous êtes? Alors effectivement, déjà à la base armateur, c'est un métier ancestral depuis que les gens vont sur les mers, c'est-à-dire depuis très très longtemps. Il y a derrière les navires des armateurs et sur les navires des marins. Et donc c'est ce triptyque qui fait la marine marchande, la marine d'une façon générale, ça peut être aussi la pêche bien sûr. Et à partir du moment où il y a de la marine commerciale, il y a des armateurs effectivement qui sont derrière le navire. Et donc aujourd'hui, armateur français s'inscrit dans cette grande tradition, dans cette grande lignée. Et on a eu effectivement des heures de gloire dans le passé, forcément la Compagnie des Indes, la French Line, les messageries maritimes. Mais aujourd'hui, même si notre flotte n'est pas la plus emblématique d'un point de vue volume au monde, elle l'est d'un point de vue social, puisque nous avons inventé il y a 3 siècles le premier système de sécurité sociale au monde, qui existe toujours aujourd'hui. Notre flotte est jeune, très variée, très diversifiée. On pose des câbles sous-marins, c'est une spécialité française. On a la plus grande compagnie de croisière ponant bien sûr sur certains segments de luxe et de l'expédition. Le 3e armateur au monde dans le transport conteneurisé, CMA-CGM, un acteur extrêmement pointu également dans l'offshore pétrolier et un mouvement de fond basé sur cette transition éco-énergétique que nous vivons dans notre secteur d'activité comme dans d'autres. Et nous voulons, nous, armateurs français, être très très emblématiques en la matière. Vous avez en face de vous un armateur qui fait naviguer un voilier depuis 30 ans, le Ponant, 1 million de milles parcourus. Voilà, donc il y a très longtemps déjà que nous avons intégré un certain nombre de notions de cette transition éco-énergétique que nous vivons tous. Hélène. La fierté du président. Et la fierté, bien sûr, la fierté parce que je suis d'abord un marin. Et donc, je crois que c'est la première fois, comme vous, madame, une femme qui préside votre ordre en Bretagne. Je crois que c'est la première fois qu'un marin préside l'organisation professionnelle des armateurs. Donc, c'est assez emblématique, effectivement, de ces mouvements voilà, très favorables que nous pouvons observer de nos jours. Un marin est devenu président des armateurs. Donc, c'est une fierté, effectivement. Bravo à vous deux. Hélène. Alors, nous sommes ici au cœur de la Banque Bleue et je salue Bruno Pin qui nous regarde. La mer est belle, mais la mer est sale, tout comme notre planète. C'est quoi la marine demain? Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Alors, bon, on parlait tout à l'heure, effectivement, le 2e président d'Armateurs de France, ça s'appelait le Comité central des armateurs de France à l'époque, c'était Adolphe Borde, la compagnie Borde, que certains marins connaissent historiquement. Il y avait 40 voiliers. Et donc, c'était une des flottes les plus importantes au monde. Et donc, 40 clippers au début du siècle dernier. Et donc, juste après, s'est passé un mouvement technologique très important, puisqu'on est passé de la voile à la vapeur, comme chacun sait. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes à ce niveau-là de transition, de changement. La marine marchande mondiale va être amenée à changer dans les 10-20 prochaines années. Il y a des objectifs très importants qui ont été fixés par l'Europe, par l'OMI, l'Organisation mondiale internationale maritime. Et donc nous, on s'inscrit effectivement dans cette tendance. Mais regardez, par exemple, ça s'est pas tellement su, mais bon, ce qui est important, bien sûr, ce sont les émissions atmosphériques que peuvent réaliser les navires, le CO2, bien sûr, le soufre, l'azote, les particules fines. Et par exemple, 50 000 navires dans le monde, au 1er janvier 2020, ont réduit par 7, du jour au lendemain quasiment, par 7, leurs émissions de soufre.
vous imaginez, à une échelle mondiale, un mouvement très très puissant, contraint bien sûr, mais bon, ça s'est passé relativement facilement. Et tout ça, c'est un exemple. J'en aurais bien d'autres qui prouvent qu'effectivement, notre secteur d'activité, comme d'autres aussi, sont dans une grande mutation actuellement. Alors on a bien compris, Jean-Emmanuel Sauvé, que les grandes priorités étaient de mettre en avant les questions éco-environnementales, sociales, sociétales, mais aussi sécuritaires. Et puis d'un autre côté, on aimerait quand même insister sur le fait que la France a peut-être les meilleurs marins au monde, avec de véritables règles sociales, qu'il faut les préserver, ces compagnies, pour ne pas voir débarquer de sombres pavillons qui viendraient inonder le marché mondial et français. Vous y êtes très attaché en tant que président des armateurs de France? Très attaché, mais ce mouvement a déjà existé, donc a été enclenché depuis des décennies. Aujourd'hui, les pavillons nationaux, comme le pavillon français, sont très très minoritaires. Aujourd'hui, ceux qui flottent sur la proue des navires, eh bien, c'est plutôt effectivement des pavillons libériens, panaméens, des îles Marshall, libériens. Et donc effectivement, nous, on a un message à délivrer avec notre pavillon, le pavillon français. Une fiabilité de la formation, par exemple. Et vous savez, on a effectivement, alors j'aime bien employer ce terme, ça de la même époque, ça a été imaginé par les mêmes personnes. On a notre magnifique château de pierre à Versailles. Et nous, à la même époque, on a un château de papier qui s'appelle l'établissement des Invalides de la Marine et qui couvre socialement. C'est le premier système de sécurité sociale au monde, il y a 3 siècles. J'ai de la Sécu, qu'on connaît tous, et en 46 seulement. Donc ça s'inscrit tout ça dans un mouvement historique. Et moi, une de mes fonctions, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, c'est de revisiter, de réincarner effectivement cette grande tradition maritime française et de la projeter vers l'avenir. Jean-Emmanuel Sauvé, président des Armateurs de France, est l'invité de ce TVR BPGO Business Club. Nouvelle question, Carole. Sur un sujet qui m'est cher, sur la Bretagne. J'y ai pensé en écoutant tout à l'heure tout de suite Stéphane. Sur notre territoire breton, est-ce qu'il y a des projets de relocalisation, voire de localisation d'entreprises qui pourraient justement servir à tous ces armateurs? Est-ce que vous avez, ou alors qu'est-ce qui pourrait le faciliter? Alors tant je parle d'entreprises, mais je pense aussi à des services à travers les formations. Et des équipes qui pourraient équiper en tout cas tous ces bateaux. Voilà, alors bien sûr, les marins français sont excellents. On parle de l'excellence bien sûr des équipages français, et la grande majorité des équipages français se trouve qu'ils sont bretons, bien sûr. C'est une tradition, là aussi dans la tradition, si je peux me permettre. Il faut le dire. Et que ce soit au commerce et à la pêche, bien sûr. Et nous avons actuellement en Bretagne beaucoup d'initiatives, des start-up qui se lancent actuellement, notamment dans le transport de marchandises à la voile. Il y a par exemple à Lorient des start-up, Zéphyr et Boré pour ne pas les nommer, qui sont très en pointe. Observer, effectivement aussi, à Saint-Malo, beaucoup d'initiatives. Et je pense qu'en Bretagne, il y a un terreau fertile pour lancer ces initiatives, parce que les Bretons ont le sens, bien sûr, de l'aventure économique. Pour le coup, l'aventure géographique, c'est un peu moins évident aujourd'hui, quoique quand on navigue dans les pôles, effectivement, là, il y a encore vraiment des sensations d'explorateur, quelque part, qu'on peut ressentir en tant que marin. Mais effectivement, le marin breton, les entrepreneurs bretons, d'une façon générale, et particulièrement ceux du maritime, ont toujours cette envie d'aller de l'avant, de voir ce qui se passe derrière l'horizon, forcément. L'Ouest, Ponant, en latin, les Ponant, tout simplement. Les îles du Ponant, derrière l'horizon, toujours cette envie de voir ce qui s'y passe. Et donc, alors c'est peut-être une image, mais je pense qu'on trouve facilement, il y a qu'à voir des succès économiques, n'est-ce pas Maurice, que nous avons dans notre région, souvent très impressionnants. Je pense que derrière l'entrepreneur breton, il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant et de se transcender et d'aller voir ce qui se passe derrière l'horizon. Je pense que c'est dans nos gènes, en fait, quelque part. Vous parliez d'Energy Observer, on pourrait parler aussi de Grand Sail aussi, qui traverse direction New York aussi avec ses bateaux. Ou Neroline à Nantes également. Exactement, donc, à la voile. Les start-up de marchandises à la voile sont toutes localisées dans l'Ouest, incontestablement. Des bateaux très vertueux. Maurice. Président, conquérant, qui sait
que la France a le 3e potentiel maritime du monde. Deuxième. Le deuxième, 11 millions de kilomètres carrés de souveraineté sur les mers. Eh oui. Deuxième. Ah oui. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que vous préparez concrètement là pour la rentrée, ce Fontenoy de la mer? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on exploite ce formidable potentiel? Alors le potentiel, il est juste incroyable. La mer est probablement notre avenir. On connaît moins les grands fonds marins que la surface lunaire aujourd'hui. Effectivement, nous, ce qu'on voudrait en tant qu'armateur, c'est développer notre flotte, développer davantage de solidarité économique aussi entre les différents acteurs de la filière logistique maritime. Aujourd'hui, il y a 350 millions de tonnes de marchandises qui rentrent et qui sortent de nos ports. Le pavillon français n'en couvre que 5%. On voudrait, dans le cadre de ce Fontenoy, justement, augmenter cette proportion, trouver de nouvelles formules de financement pour pouvoir effectivement faire en sorte que ces 50 000 navires dans le monde, et particulièrement les nôtres, les Français, puissent être refinancés de façon plus vertueuse, donc avec des nouvelles technologies, bien sûr. On a parlé de l'hydrogène, du LNG, de la voile, des systèmes de batterie qu'on peut mettre à bord des navires, du branchement à quai des navires, des pots catalytiques dont on peut équiper nos navires. Beaucoup de choses très concrètes pour agir. Tout ça nécessite beaucoup d'investissements, bien sûr. Vous pourrez peut-être nous aider, Maurice, pour développer certaines initiatives. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Mais on sait que dans le cadre de la Banque Bleue, justement, vous avez aussi cette vocation. Et donc ce mouvement de fond qu'on appelle effectivement le Fontenoy du maritime, parce que le ministère de la Marine marchande, pendant des décennies, se trouvait place Fontenoy à Paris, d'où ce nom. Et donc, et nous avons du coup un message à délivrer. Le gouvernement a décidé d'ouvrir ce chantier. Nous espérons très prochainement maintenant avoir cette politique maritime ambitieuse à laquelle nous aspirons depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup d'occasions manquées dans l'histoire de la marine marchande. Du reste, je vous recommande un excellent livre de Jacques Attali sur le sujet qui s'appelle Histoire de mer, qui parle de ces 7 occasions manquées. La 8e, on ne va pas la manquer. On va la réaliser. En tout cas, que ce soit le gouvernement, les armateurs et nos équipages aussi, dans un esprit de co-construction. Nous espérons pouvoir contribuer à alimenter effectivement les réflexions pour aboutir à ce grand projet que nous mettrons après en œuvre, nous, avec nos navires, notre flotte et nos équipages. Alors, il nous reste moins de 8 minutes. Questions et réponses rapides. Hélène. Justement, vous indiquiez que vous voulez faire du pavillon français le leader européen. Nous avons connu le Brexit. Comment est-ce qu'on travaille avec nos amis britanniques demain ? Alors, le leader européen, c'est peut-être un petit peu ambitieux en nombre. Par contre, d'un point de vue social, certes, d'un point de vue sécuritaire, certes, c'est déjà le cas. D'un point de vue jeunesse de la flotte et diversité de la flotte, certes, l'une des spécialités des Français, c'est d'aller poser, on a 10 navires sous pavillon français qui vont poser les câbles sous-marins à travers les océans, qui nous amènent 99% de notre Internet, quand même, il faut le savoir, tout ça, ça passe par le fond des océans. Et puis nous voulons faire du pavillon français un des pavillons les plus vertueux, effectivement, non seulement en Europe, mais au niveau mondial. Par contre, au niveau des volumes, forcément, les Grecs, on aura du mal à les battre sur le nombre de navires. Par contre, sur la qualité de nos opérations, ça, c'est une ambition. Après, évidemment, le sujet du Brexit est extrêmement sensible. Je pense notamment à nos amis de la Brittany Ferries, qui ont un modèle exceptionnel, donc très régional, pour le coup. Je ne sais pas exactement la proportion de marins bretons qu'il y a sur les navires de la Brittany Ferries, mais notre ami Jean-Marc Rouet, comme son prédécesseur Alexis Gourvenec, ont chevillé au corps la préservation de ce modèle, et chacun à notre niveau, on devra faire en sorte qu'il passe ce cap difficile, mais c'est effectivement entre le Covid et le Brexit, il y a beaucoup de difficultés. J'espère qu'à un moment, voilà, et étant entendu que ce sont les touristes britanniques qui à 80% remplissent les navires de la Brittany Ferries, qu'à un moment, ces touristes, comme tous les touristes du monde entier, pourront reprendre le chemin de leurs vacances en dehors de leur pays, et ça réglera probablement le problème de la Brittany Ferries à terme. En attendant, il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour aider cette magnifique compagnie qui m'est si chère. Une question sur Ponant que vous avez créé. C'est vrai que vous étiez même parti de 3 navires en 2013 jusqu'à 12, voire 13 en 2021, avec notamment 6 nouvelles unités qui sont somptueuses. La racée des Explorers, ce sont des yachts de 131 mètres de long, 92 cabines.
le luxe à la française, ça veut vraiment dire quelque chose. Et j'aimerais vous demander si vous avez toujours eu cette fierté de voir flotter ce pavillon tricolore aux quatre coins du globe, en montrant le savoir-faire aussi de notre pays. Ça n'est pas rien d'apporter vraiment du luxe, d'apporter aussi une représentativité, un morceau de France aux quatre coins du globe. Alors ça, c'est une grande fierté, bien sûr, de faire flotter le pavillon français partout, aux quatre coins du globe, bien sûr dans les pôles notamment, quand vous voyez qu'il y a 4 navires qui partent d'Ushuaïa, Ponant, sous pavillon français, vers l'Antarctique, l'hiver, autant l'été. Bientôt le commandant Charcot, capable de rejoindre le pôle Nord géographique pour la première fois. Sous pavillon français, un navire pourra aller au pôle Nord géographique par 90 degrés de latitude nord. Donc effectivement, ça, c'est une fierté incontestable. Ça met en valeur cette grande tradition maritime française. Nous voulons les héritiers. Après le traumatisme du franc, souvenez-vous, le quai de l'oubli, au Havre, toutes ces années, je dirais, qui ont laissé beaucoup de traces dans le cœur des marins. Eh bien, nous avons voulu revitaliser quelque part cette flamme sacrée, si j'ose dire, de l'art de faire voyager en mer dans la tradition française. C'est ce qui nous a motivés à l'origine de notre compagnie, et je pense que c'est un message qui est porteur d'avenir. On va pouvoir peut-être faire une question, 1 minute entre la question et la réponse comprise. Carole. Je voulais rebondir sur justement Ponant et le Ponant que j'ai eu la chance de croiser dans un des voyages. Je trouve que ce qui est important aussi de souligner, c'est la partie éco-responsable sur ce que vous développez actuellement. Et c'est aussi l'image, alors c'est pas une question, je trouve que c'était un constat, mais j'avais envie justement qu'on insiste un petit peu sur ce point-là. Et je pense que la France aurait effectivement une carte à jouer, parce que quand on voit des navires arriver dans certaines villes, on voit cette pollution, etc. Moi, j'ai pas envie de monter sur ces bateaux. Okay. Donc voilà, si demain on peut arriver à avoir des bateaux propres, comme d'ailleurs les derniers yachts qu'a évoqué Stéphane, voilà. Ça c'est chevillé au corps, bien sûr, dans l'ADN de la compagnie Ponant, de ce qui a été réalisé depuis le début par ces jeunes marins, voilà, qui avaient cette vision. Et c'est vrai que demain, c'est absolument essentiel d'être raisonnable. Donc, on parle de tourisme durable. Il ne s'agit pas que de faire non plus des voyages de luxe, pas du tout. Il faut aussi démocratiser un maximum toute cette façon de voyager extrêmement attractive. Par contre, est-ce qu'on n'a pas été trop loin par moment? On peut se poser la question. Le tourisme de masse, il faut qu'il soit davantage raisonné, pas que sur les navires, de reste un peu partout, dans les sites, mais y compris chez nous, Mont-Saint-Michel l'été, ou sur à côté de la Tour Eiffel, ou à Versailles. À un moment, il faut peut-être effectivement faire en sorte qu'il y a un petit peu moins de monde quand même. Ça ne serait pas complètement déraisonnable de le faire, au contraire. Effectivement, une des fiertés que j'ai eues, c'est de classer Ponant compagnie de croisière numéro 1 mondiale d'un point de vue environnemental, classée par une ONG qui s'appelle NABU, extrêmement sévère avec les armateurs, parce que à force de persévérance, à force d'investissement, de culture également, y compris avec nos passagers, on arrive à des résultats. Et ça, c'est ce qu'il faut espérer, chacun dans nos entreprises, chacun à son niveau. Ce sera très certainement la dernière question. Les étoiles dans les yeux de Jean-Emmanuel, qui devient marin, qui devient armateur, commandant, qui a une aventure formidable avec le Ponant. Maintenant, les étoiles dans les yeux de Jean-Emmanuel Sauvé, c'est quoi? C'est quoi le projet personnel? Alors, moi, ce que j'aimerais, en fait, je suis imbibé de projets maritimes. J'aime créer. Alors bon, il y a des artistes, bien sûr, des musiciens, des peintres. Moi, ce que j'aime, c'est créer des entreprises maritimes. Donc, j'ai beaucoup de projets, évidemment, de création d'entreprises. Bon, j'avais un sujet jusqu'à présent, et là, j'en ai beaucoup d'autres, qui pourront, là aussi, être, j'espère, emblématiques. Moi, mon ADN, ma vitamine, mon adrénaline, c'est de créer des projets maritimes. Et j'espère qu'à l'avenir, dans les mois qui viennent, je pourrai de nouveau effectivement faire valoir cette créativité. Marin d'un jour, marin toujours. Ah, ça, effectivement, quand on a cette eau salée dans les veines, quelle que soit la formule. Moi, j'étais un jeune marin qui a rêvé de devenir armateur. J'ai réalisé ce rêve, mais je reste marin au plus profond de moi-même. Un très grand merci, Jean-Emmanuel Sauvé, président d'Armateurs de France. Vous avez conclu encore cette très très belle saison de femmes, d'hommes, chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui portent haut les valeurs de la France économique, car nous étendons nos frontières, cher Maurice, avec le Grand Ouest de la France, pour essayer de vous faire vivre de très beaux parcours. On pense à Gruau, on pense à Actoile,
on pense à Ponant et bien d'autres. En tout cas, la date à cocher sera le 7 septembre prochain. Nous serons ici à l'Atrium pour vous conter de nouvelles belles réalisations économiques. Merci beaucoup Hélène, Maurice, Carole, Jean-Emmanuel Sauvé. C'était un grand plaisir de vous accueillir pour ce dernier rendez-vous de la saison du TVR BPGO Business Club. Bon vent à vous durant cet été. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.